Alors avant tout, je vais me présenter, je m'appelle Jean-Noël Falcou. Je suis agrumiculteur bio depuis 20 ans, donc à Valoris, dans les Alpes-Maritimes, c'est entre Cannes et Antibes. Je suis paysan distillateur, et dans les agrumes, donc mon sujet, moi, c'est principalement les agrumes. Je suis auteur d'un livre Cultiver les agrumes bio, et dans les agrumes, ma spécialité, vous l'aurez compris, c'est le bigaradier. Je suis un peu monsieur bigaradier. Et depuis 5 ans maintenant, je suis aussi responsable des filières agricoles du groupe Mule. Le groupe Mule, c'est le principal producteur de plantes à parfum du pays grassois. Donc pas seulement le bigaradier, on est surtout connu pour la rose, le jasmin, la tubéreuse, l'iris, le géranium, et pour notre partenariat depuis plusieurs décennies avec la maison Chanel pour produire ces plantes-là. Et à ce titre, je siège à l'Institut technique des plantes à parfum, et j'essaye de diffuser la bonne parole sur la plante à parfum et sur le bigaradier. Donc tout ça pour vous dire que je ne suis pas botaniste. Ce qui m'intéresse le plus on va dire en agriculture en général, c'est le lien et le dialogue qu'entretiennent les plantes avec les humains, et à travers l'histoire, parce que on l'a vu déjà hier, en agriculture, les plantes, elles viennent pas de n'importe où. Elles viennent pas de n'importe où au niveau de la sélection, mais aussi au niveau du terroir, au niveau des usages que les hommes et les femmes en font. Et c'est en fait cette histoire qui fait les plantes et l'usage. Je dis souvent l'agriculture, c'est avant tout de la culture. Et je vais essayer de vous raconter l'histoire du bigaradier à travers cet angle. Donc les agrumes, c'est vraiment un monde à part entière. D'un point de vue botanique, c'est un monde qui est très discuté parce qu'on a beaucoup de mal à faire une nomenclature qui satisfasse tout le monde. Donc la seule chose, on est d'accord sur deux choses. On est d'accord sur la famille des rutacées, ça on est d'accord. Et on est d'accord pour dire qu'après on n'est pas d'accord. Parce que il y a 6 genres en général qui sont identifiés chez les agrumes, et même les 6 genres sont discutés. Donc le plus connu d'entre eux, c'est bien sûr les citrus, qui forment l'immense majorité de la famille. Mais on a aussi les Fortunella, le genre Fortunella dont sont issus les kumquats notamment. On a le genre Microcitrus, donc là qui est un genre australien, où on a les citrons caviar notamment qui sont connus dedans. On a les Poncirus. Les Poncirus, eux, c'est plutôt des porte-greffes. On connaît, certains d'entre vous doivent connaître les Poncirus trifoliata, notamment le Flying Dragon qu'on voit beaucoup en jardin, en ornemental. Et ensuite, on a 2 moins connus, les Remocitrus et le Climenia qui est un petit sauvage qui est pas du tout cultivé chez nous, qui est issu d'Inde. Et Remocitrus, Australie. La diversité variétale, d'espèces et de variétés, déjà, vous serez indulgent parce que personne se met trop d'accord sur qu'est-ce qui relève de l'espèce ou de la variété, qu'est-ce qui relève du croisement. Donc, mais on ne sait pas non plus combien il y a de variétés en agrumes. On estime, pareil, tout le monde est d'accord pour dire au moins 3000. Dans les faits, certains parlent en plusieurs dizaines de milliers de variétés, et ils s'en créent tous les jours parce que les agrumes sont les fruits les plus vendus dans le monde, 150 millions de tonnes chaque année. Donc il y a énormément de création variétale qui est faite aussi chaque année. C'est dû à une hybridation forcenée, ils peuvent tous s'hybrider les uns avec les autres, et ils sont capables de muter très facilement également. Donc ça fait qu'on a une très grande diversité variétale. Et on a des variétés de taille, de 50 cm à 15 mètres de haut, de couleur des fruits, de forme des fruits, d'une tête d'épingle à des fruits de plus de 5 kg, épineux, pas épineux, des agrumes qui perdent leurs feuilles, d'autres qui sont persistants, des agrumes qui gèlent en dessous de 0 degré, d'autres qui tiennent à -20, -22. Alors on a vraiment une diversité incroyable, assez méconnue, et qui fait que le monde des agrumes est vraiment un monde très spécifique, où on a tendance à se parler entre nous les uns les autres. Les pépinéristes d'agrumes font que des agrumes, les producteurs d'agrumes font que des agrumes, la station INRAE de San Giuliano en Corse ne fait que des agrumes, etc., etc. Je veux bien me mettre dans la lumière. Avec plaisir. Les agrumes viennent, on dit, des contreforts de l'Himalaya. Donc la zone Inde-Chine pour la plupart, à part, je vous dis, Microcitrus et Remocitrus qui sont australiens. Mais l'immense majorité des agrumes vient des contreforts de l'Himalaya. Et c'est important de le souligner parce qu'on a souvent l'image d'une plante méditerranéenne. C'est plutôt une plante subtropicale, qui a besoin de beaucoup d'eau, qui a besoin de beaucoup d'engrais, qui ne supporte pas le vent, et qui a voyagé depuis l'Inde et la Chine
on va dire les formes sauvages, on les date à 8 millions d'années, mais ensuite ils ont commencé à voyager, arriver en Europe. Alors d'abord par donc les Perses, les Arabes, et ensuite l'Europe. Le cédrat arrive 3 siècles avant Jésus-Christ à peu près dans le bassin méditerranéen, et les autres agrumes arrivent beaucoup plus tard. À commencer par le bigaradier, qui est on va dire le deuxième qui rejoint le bassin méditerranéen aux alentours entre le 8e et le 11e siècle. 11e on est sûr, 9e c'est probable, 8e peut-être. Voilà. Et en fait, la Méditerranée est vraiment ce qu'on appelle un bassin de diversification secondaire, qui fait qu'on a énormément d'agrumes en Méditerranée plutôt adaptés à nos climats. Ce qui fait la spécificité des agrumes, pareil d'un point de vue botanique, c'est le fait d'avoir un fruit avec une écorce qui contient de l'huile essentielle, ainsi que des feuilles et des pétales qui contiennent de l'huile essentielle. Et c'est aussi l'organisation en cloison des fruits et les sacs à jus, les vésicules qu'on a dans les fruits qui sont typiques des agrumes. Alors on a 4 variétés ancestrales. Je vous brosse un tableau général parce qu'après, quand on rentre dans le bigaradier, au moins ce sera plus clair. On a 4 variétés ancestrales qui sont le pamplemousse vrai. Donc le pamplemousse vrai, c'est un fruit qui fait plus de 30 cm de diamètre et les formes ancestrales ont plutôt une forme de poire. Le pamplemousse vrai, la mandarine ancestrale, le cédrat et un papeda. Donc papeda, c'est on va dire un ancêtre du combava pour ceux qui voient ce que c'est, un espèce de petit citron vert grumeleux. Donc ça, c'est les 4 formes ancestrales. Tous les citrus proviennent de l'hybridation, croisement, mutation de ces 4 formes ancestrales. Et le bigaradier, c'est première génération. C'est-à-dire que c'est un hybride entre un pamplemousse vrai et une mandarine. Ce qui est important de comprendre, c'est que alors déjà, c'est pas une orange, que les choses soient claires, c'est une espèce à part entière, c'est absolument pas une orange. En revanche, l'orange a les mêmes parents que la bigarade, donc pamplemousse vraie mandarine, sauf qu'il y a une succession de mutations, et de croisements qui ont fait qu'il y a plusieurs générations qui sont succédées pour arriver aux oranges douces qu'on connaît maintenant. Mais donc bigarade, orange, ce ne sont pas les mêmes espèces du tout. Donc Citrus aurantium pour le bigaradier et Citrus sinensis pour l'orange. Alors d'où vient la confusion entre les deux? Bon, alors les fruits se ressemblent plus ou moins. Les feuilles aussi, parce que on a des feuilles ailées sur les deux. Mais ce qui fait qu'il y ait cette confusion, en fait, c'est que l'oranger a volé son nom au bigaradier. Donc le bigaradier est arrivé bien avant l'orange douce, et donc le terme oranger, en fait, ça vient de l'arabe narang, qui vient du perse, qui vient du sanskrit, qui veut tous à peu près dire la même chose. Donc narang, narango, nar, ça veut dire parfum. Donc en fait, le terme oranger, ça veut dire arbre à parfum, et au départ, il désigne exclusivement le bigaradier, qui a un parfum, qui a des parfums, comme on va le voir, vraiment, vraiment particuliers. Et donc cet oranger, le bigaradier, on l'a toujours appelé l'oranger. Et quand l'orange arrive, on l'appelle l'orange douce, et vu qu'on consomme beaucoup plus d'oranger que de bigaradier, il a supplanté ce nom, il lui a volé un peu le nom d'oranger. Sauf en provençal. Et parce qu'en provençal, on a toujours dit, alors on dit les ranges en provençal aussi, donc les oranges, mais en général, on dit plutôt le bigaradier. Alors bigaradier, ça vient du terme bigarré. Je vais vous faire passer quelques fruits, si tu veux bien, Agnès. Ça vient du terme bigarré parce que les fruits ont rarement une coloration uniforme. Donc il y a toujours un peu de vert, vous pouvez frotter l'écorce et sentir aussi, comme ça vous n'hésitez pas à les gratter avec les ongles, comme ça, pour ceux qui ont un doute avec la différence avec l'orange. Donc bigaradier, ça veut dire bigarré. Et cette différence, voilà, on l'a clairement en provençal, et donc on a la chance en français maintenant d'avoir un terme pour désigner cette espèce. On est les seuls au monde à avoir ce terme-là, et c'est beaucoup dû à l'histoire particulière qu'on a avec cette espèce. Est-ce que j'ai oublié de vous dire un truc sur le bigaradier, sur les usages? Le bigaradier, historiquement, c'est un arbre ornemental. Il est beau, il sent bon, on en cultive un sujet ou deux dans le jardin familial. C'est un arbre ornemental, mais par contre, qui a une symbolique très forte. Et plusieurs religions, d'ailleurs, ont une symbolique très forte vis-à-vis de l'oranger.
du bigaradier, et c'est comme ça qu'il va se développer, arriver jusqu'à nous. Le Pays Grassois, Grasse, à la base, c'est une ville de tanneurs. Et donc, on tanne des peaux. Donc, à l'époque, au 15e, 16e siècle, on tanne les peaux, principalement avec des urines et des excréments. Donc, la cité de la parfumerie, en fait, au départ, c'est pas les parfums qu'on imagine. Mais c'est justement par ce biais-là qu'on arrive à la parfumerie. Parce que les gants sentent extrêmement mauvais quand on les envoie, et ça dérange l'aristocratie qui les achète. Donc, on a un fabricant a l'idée de les parfumer, en fait, avec les plantes locales. Et quelles sont les plantes locales? Le pistachier lentisque, la lavande, le cassier, le bigaradier. Le bigaradier qui, je le répète, n'a qu'une vocation ornementale à cette époque-là. Et c'est dans le Pays de Grasse qu'on va faire en sorte que le bigaradier devienne une plante à parfum, à proprement parler, et surtout cultivée, une plante agricole. Donc on se met à refaire des plantations de bigaradier pour cueillir la fleur, notamment, mais pas uniquement, mais pour cueillir la fleur d'oranger. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que vraiment le bigaradier comme plante à parfum, comme on le connaît aujourd'hui dans le monde entier, en fait, elle naît à Grasse. On sélectionne des variétés au fur et à mesure des siècles. Donc à partir du 16e, j'ai retrouvé des écrits de 1700, donc milieu 18e, où on dit qu'on distille déjà la fleur d'oranger dans le Pays grassois. Et en général, on s'accorde à dire que à partir ça a démarré dès le 16e, 17e. Et au fur et à mesure des siècles, on va sélectionner une variété de bigaradier particulière qui fait de la grosse fleur, un arbre pas trop épineux, plutôt moins érigé que le bigaradier commun, c'est plus facile pour cueillir dessus, hein, et avec moins d'épines aussi pour les mêmes raisons, et avec une fleur qui se détache facilement. Et donc là, c'est une sous-famille chez les bigaradiers qu'on va appeler les bouquetiers, parce qu'ils font des bouquets de fleurs, et donc ils produisent abondamment, qu'on peut récolter. Et il existe deux bouquetiers connus dans le monde, le bouquetier de Grasse, le bouquetier de Nice, qui ont des formes alors très particulières l'un et l'autre. Hein, pareil, d'un point de vue botanique, le bouquetier de Nice, il y a un processus de navellisation dedans. Donc vous avez un fruit dans le fruit, qui est une forme assez originale chez les agrumes. Donc lui qui est bien fixé, bien connu, bien diffusé. Et le bouquetier de Grasse n'a pas été fixé en fait. Hein. C'est vraiment des sélections qui se perdent, et puis c'est un savoir très paysan, très empirique. Hein. Nous, dans les champs, on les différencie avec des termes hyper précis que sont petites fleurs, moyennes fleurs et grosses fleurs, pour vous dire. donc là, on a un enjeu en ce moment à essayer de caractériser ces variétés pour les fixer. Et c'est un travail qu'on a amorcé l'année dernière avec le muséum. On a fait une planche botanique justement sur le bouquetier de Grasse, mais l'INRA a fait des analyses génétiques et on voit qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les différentes variétés de bigaradier d'un point de vue génétique. Donc maintenant, il faudrait qu'on arrive à caractériser ça de manière phénotypique. Donc on l'a pas encore fait. Je lance un appel si certains sont intéressés. Donc tout ça pour vous dire que au milieu du XXe siècle, le Pays de Grasse est le plus gros producteur au monde de fleurs d'oranger. Pour la simple et bonne raison que c'est le seul. Et ensuite, ce sont les Grassois, alors les Valoriens principalement, hein, moi je suis de Valoris, ce sont les Valoriens qui est vraiment le centre de production, la capitale de la fleur d'oranger en France, les Valoriens qui vont faire les premières plantations de l'autre côté de la mer, en Tunisie, en reproduisant la même usine qu'à Valoris, les mêmes plantes, les mêmes techniques. Et je dois dire que c'est assez impressionnant quand j'ai la chance de pouvoir aller en Tunisie pour auditer cette filière et c'est assez impressionnant d'arriver dans un pays étranger et se sentir à ce point à la maison. C'est-à-dire que vraiment, dans l'usine, je peux me repérer partout, dans les champs, l'enherbement, tout est vraiment extrêmement proche. Le bigaradier, je vous dis donc, fonction ornementale, fonction agricole, plante à parfum, fonction symbolique religieuse importante. Il avait aussi un côté un peu bling-bling à une époque, notamment à Versailles. C'était vraiment un signe de richesse, d'opulence, et l'orangerie donc de Versailles, évidemment, c'était que des bigaradiers hein, à l'époque, hein, et aujourd'hui encore, il y a 900 bigaradiers en collection à Versailles. Et donc, on a créé pour lui la caisse versaillaise, on l'a créé spécifiquement pour lui, on a créé l'orangerie spécifiquement pour lui. Donc, j'aime bien
dire que c'est un peu grâce au bigaradier qu'on a créé la serre aussi. Mais pour dire, vraiment, il y a une histoire extrêmement riche. Et il y a, dans certains pays, alors suivant les pays, on le cultive pas pour les mêmes raisons en plus. Hein. En Chine, on cultive un bigaradier pour faire une sauce aigre-douce avec les fruits. Dans le pays grassois, pour la fleur, pour les parfums. À Versailles, pour l'ornement. À Séville, pour pareil, hein, l'ornement, la symbolique. En Italie, dans la région de Savone, on en cultive un pour qui s'appelle le Quinoto, hein, Citrus aurantium myrtifolia, feuille de myrte. Et donc lui pour faire une boisson qu'on appelle le coca italien. Et au Paraguay, on en cultive pour faire du petit grain. Donc je vous en parler après. Et dans pas mal de pays, un des usages les plus importants du bigaradier, en fait, c'est la licoristerie. Tous les bitters contiennent du bigaradier, quasiment tous les bitters, Campari, Cointreau, Grand Marnier, Apérol, Curaçao, j'en passe et des meilleurs. Vous avez toujours du bigaradier dedans, soit de la bigarade verte, soit de la bigarade mûre, suivant qui sont presque deux fruits différents, en tout cas, qui est deux huiles essentielles qui ont des profils complètement différents. Donc en licoristerie, en alimentaire, bien sûr, avec la confiserie, avec les fruits notamment, parce que l'écorce n'est absolument pas amère, hein, c'est l'albédo qui est amer, et la pulpe en partie, hein, donc le blanc et la pulpe. L'écorce est très douce, très parfumée. Donc en alimentaire, pour confiture, orangettes, gâteaux, etc. Et donc parfumerie, évidemment, cosmétique, beaucoup. Et un petit peu d'herboristerie aussi, mais là c'est plus succinct. Donc ce que je vous disais sur le pays de Grasse, les produits, les coproduits, ce qui est assez impressionnant en fait avec le bigaradier, c'est le nombre de produits et de coproduits dont on peut tirer. C'est ce que je disais hier à l'un d'entre vous. Il y a le proverbe dans le cochon tout est bon. Bon, nous on n'a pas de cochon dans les Alpes-Maritimes, mais par contre on a le bigaradier où vraiment rien ne se perd. La fleur, la feuille, les fruits, le bois, les pépins, tout est bon. Et sur le même arbre, on produit 4 huiles essentielles différentes sur la même plante. On fait l'huile essentielle, donc comme vous le voyez avec les fleurs en distillation, on va faire l'huile essentielle de fleurs qu'on appelle le néroli, qui est une des matières les plus nobles de la parfumerie. Quand on distille, on a donc je sais pas si tout le monde connaît le processus de distillation, mais pour faire simple, on met des plantes, on met de la vapeur d'eau, on fait bouillir, alors soit directement dans l'eau, soit on injecte la vapeur directe. Ça entraîne les molécules, l'huile essentielle et les molécules olfactives. Et à la sortie, on a deux produits. On a de l'hydrolat, donc de l'eau distillée qui a pris ou pas d'ailleurs le parfum des plantes, et de l'huile essentielle qui en général surnage. Donc là, quand on distille de la fleur d'oranger, on va à la fois avoir du néroli, l'huile essentielle de fleur d'oranger, et de l'hydrolat, de l'eau de fleur d'oranger que vous utilisez en pâtisserie notamment. Avec les bois de taille, donc avec les feuilles, et on va distiller ces feuilles et on va avoir le petit grain bigaradier. Petit grain, le terme, il vient du fait qu'on taille après la fleur et qu'on a les petits fruits qu'on la taille d'une tête d'épingle qui forment des petits grains. Donc le terme petit grain, c'est un générique pour toutes les huiles essentielles de bois de taille d'agrumes. Donc on précise toujours petit grain bigaradier, petit grain citronnier, etc. Le petit grain citronnier, c'est bigaradier, c'est la base des colognes notamment. On l'utilise énormément en parfumerie. Les oranges, comme je vous disais, qu'elles soient vertes ou qu'elles soient jaunes, en huile essentielle, alors ça peut être par distillation en général, c'est plutôt de l'expression à froid. Donc là, un peu en parfumerie, majoritairement en aromatique. Donc quand on dit en aromatique, c'est plutôt en alimentaire pour parfumer les différents plats. Et ensuite, comme je vous disais, il y a un peu d'herboristerie également. Il faut ajouter à ça plein d'autres applications, notamment pour la parfumerie, les concrètes, les absolus, les extractions CO2, soit de la fleur, soit du bouton, soit en verre, en mûr, voilà. Donc on a vraiment énormément de produits et de coproduits sur cet arbre. On utilise le bois aussi en marqueterie notamment. Je vous dis les pépins en médicinal, enfin voilà. C'est vraiment un arbre ressource. Donc dans le pays de Grasse, on a produit jusqu'à 2500 tonnes de fleurs d'oranger dans l'année. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que Valoris et les environs, que le Bar-sur-Loup, qui est un village à l'est de Grasse et les environs, les collines, ce ne sont que du bigaradier.
c'est la majeure partie vraiment de l'activité économique du début du siècle tourne autour du bigaradier. On a la coopérative agricole de Valoris, s'appelle Nerolium, et le syndicat, et en fait, c'est une coopérative des producteurs de fleurs d'oranger et de bigaradier, exclusivement. Et depuis, elle a été créée en 1924, un syndicat était déjà existant en 1895, donc on voit que c'est une histoire qui remonte à quelque temps, et elle a jamais cessé, depuis ces années-là, de produire. Sauf, petit détail près, qu'on est passé de 2500 tonnes dans l'année à 5 tonnes. Et ça diminue. Et ça diminue vite. Pour plein de raisons. La première, c'est évidemment l'arrivée de la synthèse en parfumerie, où les produits naturels étaient plus du tout à la mode après la Seconde Guerre mondiale. Donc la synthèse, c'était la modernité, c'était la facilité, ça coûte moins cher. Donc petit à petit, les parfumeurs se sont désintéressés en fait des produits naturels du Pays de Grasse. C'est ce qui a fait que le déclin des plantes à parfum dans le Pays de Grasse a été général et pas sur telle fleur ou telle autre. Le deuxième phénomène, ça a été, je vous l'ai dit, les Valoriens sont allés planter en Tunisie, en Égypte, qui sont au Maroc, qui sont aujourd'hui les 3 plus gros producteurs mondiaux. Et évidemment, les volumes sont pas les mêmes et les coûts surtout ne sont pas les mêmes. Ce qui fait qu'on a privilégié les appros pour les naturels sur ces zones géographiques. Et il y a un troisième, ce qui a porté un peu le coup de grâce, c'est le combo. Oui, le coup de grâce, j'ai pas fait exprès. c'est un peu le combo urbanisation qu'on connaît bien chez nous, malheureusement, et des épisodes de gel. Parce que le bigaradier est relativement rustique. On le donne en général à -6 en résistance. Après, c'est toujours assez compliqué la rusticité. Ça dépend, voilà, l'humidité, le temps, le stade végétatif de la plante, etc. Mais bon, disons qu'ils tiennent aux alentours des -4, -5. On a eu des gels qui ont décimé complètement toutes les plantations. 56 dans les années 70 et 86, 87, 2 années de suite, où là, personne n'a replanté en fait après ces années-là, compte tenu de ce que je vous ai expliqué. Donc on a eu une énorme baisse de la production qui nous a fait arriver en dessous des 5 tonnes il y a quelques années. Et en fait, pour la maison Chanel, cet approvisionnement est assez stratégique en fait. Et ils ont vraiment à cœur de maintenir les recettes originelles de leurs parfums, mais aussi les approvisionnements. Et il se trouve qu'un parfum dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le numéro 5, a été créé dans le Pays de Grasse en 1921 par un parfumeur local qui s'appelle Ernest Beau et qui a utilisé beaucoup d'huile essentielle qu'il avait à disposition autour de lui. Donc, forcément, le Néroli. Donc, depuis 100 ans, Chanel achète à la coopérative agricole en exclusivité l'intégralité de la production de Néroli pour le mettre dans le numéro 5. Et donc, Chanel s'est dit, il faut qu'on sécurise et qu'on redynamise cette filière. Et donc c'est rapproché du groupe Mule qui travaille donc en partenariat très étroit depuis plusieurs décennies avec Chanel en disant comment on peut faire. Et ils sont venus me voir, on dit on a un programme de dynamisation, allons-y. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de replanter des bigaradiers. Donc c'est-à-dire aller retrouver déjà le bouquetier de Grasse, identifier les variétés qui nous intéressaient pour les prélever, pour les multiplier. On a replanté 1000 arbres en quelques temps. Notre objectif est de doubler la production en fait d'ici 10 ans. Donc on a prélevé ces greffons de bouquetier de Grasse qu'on a multipliés. On en a planté à Golfe-Jean Valoris. On en a replanté au Bar-sur-Loup. Donc comme je vous disais, le Bar-sur-Loup c'est le village, le 2e centre de production de fleurs d'oranger dans le Pays grassois, où là la culture avait complètement disparu. Donc on a réimplanté cette culture et on a essayé dans le même temps, on n'a pas essayé, on est en train de réussir, de redynamiser cette filière avec la coopérative agricole Nerolium, en accompagnant les sociétaires de différentes manières, déjà en passant tout le monde au bio, en ayant des techniques agroécologiques assez avancées, ce qui me tient particulièrement à cœur, et aussi en développant à nouveau les coproduits qui avaient disparu au fur et à mesure des années. Parce que l'équilibre d'une culture de bigaradier, elle ne va pas se faire que sur la fleur, mais il faut justement réussir à valoriser tous les coproduits qu'on a au fur et à mesure de l'année. Donc là, on a notamment relancé le petit grain bigaradier,
depuis quelques années, qui est intégré dans un autre parfum de la maison Chanel qui s'appelle le Paris Riviera. Et là, on est en train de réfléchir justement. Alors sur les fruits, la coopérative agricole a toujours une activité de production de confitures, de vin, de diversification alimentaire. Et on est en train de réfléchir justement à d'autres débouchés avec les bigarades vertes, notamment les bigarades jaunes, dont je pourrais vous parler un peu plus tard si vous le souhaitez. Il y a d'autres sur la relance de cette filière. Il y a d'autres points importants, notamment diffuser un peu cette culture du bigaradier qu'on a en partie perdue dans le pays grassois. Donc c'est un peu la raison de ma présence ici. Enfin, beaucoup, c'est le plaisir de venir au colloque, mais c'est un peu la raison que j'ai trouvée. Mais parler du bigaradier, faire connaître, alors auprès des spécialistes, auprès des locaux, du jeune public aussi. Hein, on parle beaucoup du bigaradier auprès des écoles, du lycée. J'interviens souvent au lycée agricole. Et aussi essayer de rassembler le savoir autour de cette culture, les savoirs autour de cette culture, savoir agricole, savoir culturel notamment. La culture du bigaradier se fait beaucoup en terrasse, vous savez, chez nous en restanque, les murs en pierre sèche, qui sont aussi classés au patrimoine mondial de l'humanité. Je dis aussi parce que la parfumerie grassoise est classée au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2018 et les restanques depuis 2020. Donc essayer d'avoir une action là-dessus en formant des lycéens et des entreprises à ces techniques agricoles et des techniques de construction. Et ensuite, on réfléchit à... Moi, je vous dis, on a un sujet... Enfin, moi, le sujet qui m'importe vraiment en ce moment, c'est réussir à caractériser, à fixer un peu ce bouquetier de Grasse. Donc là, on y travaille. On a fait une première planche botanique. On avance un peu là-dessus. On fait des tests sur l'influence des porte-greffes aussi. C'est une chose dont je vous ai pas parlé. Les agrumes sont quasiment tous greffés sur un porte-greffe qui est aussi un agrume. Mais donc il y a la recherche en agrumiculture a beaucoup évolué ces dernières décennies, notamment sur la question des porte-greffes, plus adaptés à tel ravageur, à tel type de sol, à telle condition, à telle association avec la variété fruitière. Et en fait, le porte-greffe le plus utilisé dans le monde jusqu'à présent, c'était le bigaradier, qui a beaucoup d'avantages, notamment un enracinement très profond, une grosse rusticité, une grosse vigueur, et qui était résistant notamment au calcaire, donc ce qui était un gros avantage. Le problème, c'est qu'il est tolérant à un virus qui s'appelle la tristessa, qui fait qu'on l'abandonne petit à petit. Et donc nous, aujourd'hui, on a une vraie réflexion sur les porte-greffes de nos arbres, d'une part à cause de la résistance à ces maladies, et d'autre part parce que le bouleversement climatique aidant, il va falloir qu'on s'adapte. Et il y a certains porte-greffes, notamment, qui résistent mieux à la sécheresse. Et donc, on travaille sur l'influence des porte-greffes, justement, sur la culture de la fleur d'oranger. Donc, sur une de nos plantations, on a planté 3 porte-greffes différents et on va analyser les profils lors les profils, hein, vous savez, les composés qui forment l'huile essentielle, pour vérifier s'il y a des différences notables ou pas. On travaille également sur la mycorhisation des plantes. Donc là, on fait des tests avec une entreprise locale sur la mycorhisation, voir si ça peut avoir un impact ou pas sur la vigueur et sur la production de nos plants. Donc je vous dis, l'ambition à 10 ans, c'est de pouvoir doubler, d'arriver à au moins 10 tonnes de fleurs d'oranger, à mieux faire connaître le bigaradier et à donner envie à chacun de le protéger, de le diffuser, de le sentir, parce qu'encore une fois, il y a 1000 manières de le faire et que c'est un arbre magnifique. Je vous remercie.